Hello à tous et bienvenue dans cette série de vidéos qui est dédiée à cet incroyable outil qui est l'énéagramme. Alors dans cette série, je vais tâcher de vous initier à l'énéagramme et vous démontrer à quel point l'outil est d'une puissance incroyable et comment grâce à lui, vous allez pouvoir mieux vous comprendre, mieux comprendre les autres et évoluer pour du mieux. Tout un programme, vous allez voir, c'est juste génial. Alors première question, qu'est-ce que l'énéagramme ? Déjà, c'est un outil de lecture de personnalité qui est particulier et autonome. Alors pour quelle raison est-ce que je dis qu'il est particulier? C'est parce que c'est un outil, un des seuls outils dans le développement personnel qui ne s'attache pas à votre comportement, mais plus au pourquoi est-ce que vous faites les choses. Vous prenez n'importe quel outil comme le MBTI, comme la ProcessCom, souvent ils vont s'attacher en fait à votre comportement, ils vont déduire des choses. Alors c'est des outils qui sont géniaux, loin de moi l'idée de les remettre en question, ces outils-là. Cependant, l'énéagramme, pour moi, va vous aider à aller beaucoup plus loin parce qu'il va s'attacher justement au pourquoi est-ce que vous faites les choses. Admettons, vous jouez au football ou vous jouez à peu importe quel sport vous pouvez jouer et vous râlez. Notre outil qui a un test prédéfini va dire « Ok, il râle ou elle râle, donc j'en déduis telle chose ». L'énéagramme, il dit « Ok, tu râles, mais pourquoi tu râles ? Est-ce que tu râles parce que tu as vécu une injustice et tu as perdu ce match et du coup tu estimes que finalement il y a eu une injustice dans le match et du coup tu râles pour ça? Est-ce que tu es en colère contre toi parce que tu estimes que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, que tu aurais dû être meilleur et du coup tu t'en veux et tu te flagelles parce que tu estimes que toi tu n'as pas fait ce qu'il fallait? Est-ce que tu râles parce que tu as honte? Parce que tu as des copains qui sont venus te voir, ta mère, et tu te dis ah, et s'ils disent que j'ai perdu, que l'équipe a perdu à cause de moi? Ou si, voilà, est-ce que tu as honte par rapport au regard des autres? Et il y a de multiples raisons finalement de pouvoir râler. Et donc du coup, c'est en ça que l'énéagramme est particulier, d'accord? Et c'est un outil également qui est autonome parce que comme je vous le disais plus haut, eh bien, il n'y a pas de test qui existe pour l'énéagramme, pas de vrai test. Il existe éventuellement des questionnaires qui peuvent exister. D'ailleurs, je vais vous donner des questions pour vous aider à vous trouver. Pourquoi? Parce que un mot, une expression veut dire quelque chose et va résonner différemment pour vous que pour une autre personne. Et donc du coup, si on fait un test avec ça, on va pas pouvoir aller vraiment en profondeur parce que il faut comprendre vraiment l'essence de chaque type. On va parler de type énéagramme et pour comprendre cette essence-là, on n'a pas le choix que soit d'être avec un praticien en énéagramme qui vous aide ou quelqu'un qui le pratique depuis longtemps, soit de vous le creuser, ce que je vous conseille d'ailleurs, de creuser véritablement l'outil de l'énéagramme. Alors, l'outil il est magique parce qu'il vous permet d'être évidemment plus tolérant vis-à-vis de vous-même quand il y a des choses, vous savez, qui nous agacent chez nous-mêmes, où on se dit mais pourquoi moi j'arrive pas à faire telle chose, c'est pourtant si facile pour lui ou pour elle d'arriver à le faire, c'est pourtant si facile pour elle d'avoir des routines et de se lever à 6 h du matin et de gérer les choses comme ça, c'est pourtant si facile pour lui d'être joyeux, d'être tout le temps de bonne humeur, d'être tout le temps proche des autres. Moi j'y arrive pas, ok? Et quand on comprend l'énéagramme, on comprend finalement que il faut sortir de la comparaison et comprendre qu'on n'est pas tous câblés de la même manière. On n'a pas tous les mêmes modes de fonctionnement, ce qui occasionne des problématiques chez les uns, chez les autres, mais également des zones de génie aussi. Et c'est ça qui va nous permettre également de découvrir nos super pouvoirs et vos super pouvoirs à vous. C'est génial parce que l'énéagramme, il se construit en termes de personnalité, dans l'enfance, on le verra un petit peu plus tard, et dans sa construction, il se construit autour de blessures. Une blessure dans laquelle en fait on a reçu une douleur intense ou alors une série de douleurs intenses qui fait que on ne veut plus se retrouver dans telle situation et on construit notre personnalité autour de ça. Donc cette personnalité, quand on n'a pas fait l'énéagramme, elle se construit comme elle se construit et ensuite notre ego vient nous protéger derrière et va occasionner, si on ne travaille pas sur nous, des compulsions qui vont finalement nous amener à devenir presque esclaves finalement de cette compulsion-là. Quand on comprend l'énéagramme, on se rend compte que cette compulsion-là, on peut la maîtriser. Déjà, on peut la comprendre, la maîtriser par la suite. C'est très difficile, mais en tout cas, on peut y arriver un petit peu déjà. Et surtout, de comprendre que cette compulsion-là, elle a amené chez nous un certain nombre de comportements et une zone de génie aussi. Et du coup, on va pouvoir, quand on est en conscience de ça, pouvoir utiliser cette zone de génie, non plus au service de notre ego, mais au service de notre envie et de notre évolution. Et ça fait toute une différence. Alors, ça permet également l'énéagramme, évidemment, de grandir, voilà, d'évoluer. Pour ma part, c'est l'outil qui m'a le plus aidé à évoluer ces dernières années. C'est l'outil qui m'aide le plus aussi à avoir de l'humilité vis-à-vis de moi-même et à me dire, mon Dieu Yannick, que le chemin du développement personnel est long et loin, mais au moins ça me permet d'identifier les passages où
peut-être je me laisse un petit peu traverser par mon ego, et ça arrive quand même relativement souvent, même en connaissant l'outil, même en travaillant avec moi-même, sur moi-même, pardon. Donc voilà, ça permet aussi d'être un peu plus tolérant vis-à-vis de soi, et ça nous permet évidemment d'évoluer. Alors d'où vient l'énéagramme? On ne connaît pas vraiment, et ça va peut-être vous étonner, et avec grande certitude, les origines de l'énéagramme. Ce que l'on sait, c'est qu'on le retrouve dans les 3 grandes religions, on va dire, j'aime pas dire ça parce que ça fait une comparaison, mais admettons, on le retrouve dans le judaïsme, dans la Kabbale, où l'énéagramme est vraiment symbolisé de manière très claire et compris comme ça. Il y a même un livre d'ailleurs qui est sorti là-dessus. Il est également modélisé chez les pères du désert, soufis, dans l'islam. Et il a également été mis en avant dans la religion chrétienne au IVe siècle par un moine reclus qui s'appelait Évagre le Pontique et qui avait défini 8 arcanes avec le même fonctionnement que l'énéagramme. Donc, vous voyez que son origine est assez ésotérique et incompréhensible, et pourtant, aujourd'hui, il est validé par des grands spécialistes de la psychologie humaine et moderne aujourd'hui. Il est utilisé dans le corporate. Il y a beaucoup de personnes, notamment des formateurs et des personnes en management, qui l'utilisent pour manager leurs équipes en corporate. Et on l'utilise même en publicité pour créer des messages publicitaires. Donc voilà, il y a des pubs qui sont sorties assez récentes sur lesquelles on voit que le modèle énéagramme est très clairement représenté. Donc voilà. Donc même si aujourd'hui il est validé par des scientifiques, par des personnes, tout un courant de la psychologie moderne qui adhèrent complètement au principe de l'énéagramme, il ne faut pas oublier et même prendre en compte que c'est aussi un outil qui a toute une dimension philosophique et spirituelle derrière. C'est vraiment important de le comprendre parce qu'il est très profond comme outil. Et peut-être qu'au début, vous allez commencer à vous y amuser dessus, et je vous conseille vraiment d'y aller. Il peut paraître d'une apparente simplicité. Quand on le voit, en fait, on se dit tiens, mais c'est facile, en fait, il y a 9 types, on comprend un peu comment ça fonctionne. Même après, une fois à l'issue du cours que je vais vous donner, vous allez peut-être pouvoir vous dire, moi, en fait, finalement, c'est assez simple de le comprendre. Il n'en est rien, les amis. Je vous en prie vraiment, l'outil, il est vraiment très profond, très puissant, comprenez-le. Et si je vous demande une chose au travers de cet outil-là, c'est de faire preuve d'humilité par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle je ne me positionnerai jamais comme étant un expert en énéagramme, parce que l'outil est tellement profond, tellement puissant, j'ai lu plein de bouquins dessus, ça me passionne vraiment, qu'on pourrait passer une vie à l'étudier à plein temps et toujours continuer à découvrir des choses dessus. J'ai un ami qui s'appelle Nicolas Penn qui étudie l'outil depuis des années maintenant et il continue à découvrir des choses encore dessus. On en parle quand on discute ensemble. C'est partie de mes amis avec qui j'ai grandi autour de l'énéagramme et avec qui j'ai appris l'énéagramme aussi, puisqu'on l'a creusé ensemble, cet outil-là. Et c'est vrai que lui, il en a fait même son métier aujourd'hui. Quand il l'étudie, à chaque fois il m'apprend des choses, je trouve ça juste incroyable, quoi. Donc voilà. L'origine de l'énéagramme, alors il y a une figure autour de l'énéagramme qui n'est pas Pythagore, quand il a sorti cette figure-là, c'est pas dit tiens c'est l'énéagramme. C'est juste que la figure, dans l'énéagramme en fait on retrouve des mathématiques, on retrouve le nombre d'or et tout ça. Quand vous creusez l'énéagramme, vous pouvez vraiment aller super loin là-dessus. Et du coup, vraiment la figure qui le représente le mieux, c'est cette figure-là de Pythagore. Et donc, alors ça vient évidemment énéa, en termes étymologiques, ça vient du grec qui signifie 9, et gramme, ça veut dire figure, donc figure à 9 points, l'énéagramme, que vous voyez ici. Et donc, quand vous voyez le cercle autour, on va s'y arrêter sur cette figure-là un peu plus longtemps, mais quand vous voyez le cercle autour, le symbole, le cercle c'est quoi? C'est le symbole finalement de l'unité, de la complétude. Et chacun de nous, finalement, est unique et est un système vivant et multiple, d'accord, qui évolue constamment. Et l'énéagramme, vraiment, c'est pareil. Ça n'est jamais un outil qui va vous aider à vous définir. C'est plus un outil qui vous aide à mieux vous comprendre, mieux comprendre comment est-ce que vous fonctionnez. Vous allez voir que quand je vais vous amener sur les 9 types de l'énéagramme, vous allez voir que vous allez vous reconnaître quasiment dans tous, ou dans certains. Vous allez dire, ouais, mais je me reconnais dans plusieurs. Et vous verrez qu'au travers du modèle, au travers de l'affinement du modèle, quand vous allez le comprendre, vous allez beaucoup mieux finalement cerner que ah tiens, mais quand même ma compulsion d'abord c'est ça, et ah oui d'abord c'est ça, parce que c'est un outil qui peut être également aussi confrontant, vous allez voir, et donc on peut avoir des résistances et donc on peut mettre un petit peu de temps à se trouver, c'est quelque chose de tout à fait normal. Voilà, et puis le doute, encore une fois, est aussi quelque chose de normal, surtout en matière d'énéagramme, surtout au début. Moi, avant de trouver mon type clairement, ça m'a pris pas mal de temps parce que j'en avais 2 qui se confondaient, j'avais des comportements de l'autre, et encore une fois, on est tout dans l'énéagramme. C'est juste qu'à un moment donné, on s'est fixé, on n'a qu'une seule base. Et ce qui est important, et le défi, c'est de trouver sa base. Et une fois qu'on a trouvé sa base, après, on peut naviguer n'importe où et comprendre un petit peu mieux comment on fonctionne.
Donc l'idée évidemment c'est de prendre conscience et d'observer notre profil, notre type dominant, voilà, avec ses forces, ses faiblesses, son potentiel d'évolution et de travailler là-dessus. D'accord? Alors, il y a différents points de vigilance à avoir sur l'énéagramme. Un, il y a des personnes qui pratiquent l'énéagramme et comme c'est un outil qui de base était un outil qui se voulait de transmission orale, d'ailleurs c'est un outil qui est de tradition orale, il y a la transmission orale et de tradition orale, ce qui fait que on l'apprend souvent à l'oral avec les uns les autres. C'est comme ça qu'il s'est transmis d'année en année, ce qui fait qu'il y a différents courants. Dans l'énéagramme, vous le verrez, hein, il y a des courants, voilà, il y a des courants de Palmer, qui est donc la psychologue qui a beaucoup travaillé sur l'outil, il y a des courants de Claudio Naranjo, de différentes personnes dans l'énéagramme, et vous verrez que même si la base est très commune, il y a des petites guerres autour de l'outil, d'accord? Donc voilà, vous le verrez sur internet, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est juste intéressant de savoir que l'outil, en fait, il vit en même temps qu'il est utilisé par les gens. Et c'est génial, moi je trouve que c'est une très bonne chose en vrai, hein. Tout ça, qu'il y ait des courants qui s'affrontent, parce que du coup ça fait vivre l'outil. Voilà, c'est juste que il y a quelques différences dans l'énéagramme, mais jamais sur le fond, et vraiment jamais sur le fond, jamais sur la pertinence de l'outil et la finesse de son outil. C'est plus en fait finalement sur la finesse de l'utilisation que certains vont voilà, peut-être se faire une guéguerre sur internet. Je leur laisse très sincèrement cette guerre-là. De mon côté, j'essaie de la prendre avec le plus de justesse possible. Moi, il m'a profond aidé à évoluer tel que je suis aujourd'hui. Et du coup, bah voilà, ça aide. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Deuxième point, il est de tradition orale. C'est d'ailleurs comme ça même que moi je l'ai perfectionné en parlant avec Nico Pen, avec Paul Pironnet, avec même David Lefrançois, avec mon équipe qui a été un petit peu piquée par le virus de l'énéagramme. Ben voilà, avec des échanges, avec de l'humilité, plus on creuse l'outil, plus finalement on l'intègre finalement cet outil-là. Donc ça c'est un deuxième point qui est important. Troisième point, c'est un outil de personnalité qui ne doit jamais, comme je vous le disais, vous définir. Ne vous dire ah mais toi t'es 9, ah mais toi t'es 4, ah mais toi t'es 6, ah mais toi t'es 2, t'es 1. L'idée c'est pas de vous définir, d'accord? Des fois nous entre nous on s'en amuse, avec Nico notamment, des fois bah, qu'est-ce qu'il est 7, ah mais qu'est-ce qu'il est 6, ah mais qu'est-ce qu'il est 3. On s'en amuse, mais on sait aussi, on connaît aussi la finesse de l'outil, on sait qu'il ne faut pas se laisser enfermer là-dedans. Donc c'est important de comprendre qu'il ne doit pas vous définir, mais juste vous aider à mieux vous connaître et mieux vous comprendre, d'accord? Essayez de ne pas céder en fait aux raccourcis et gardez toujours votre esprit critique par rapport à l'outil et votre humilité. Vraiment, c'est vraiment, j'y reviendrai, mais c'est vraiment important pour moi. Quatrième point, souvent on dit ah mais est-ce que l'énéagramme, puisqu'il y a 9 types de personnalités, qu'il y a 9 énéatypes, est-ce que ça ne vous enferme pas dans une case? La réponse est évidemment non. On ne veut pas s'enfermer dans une case parce qu'il y a beaucoup de nuances, il y a les niveaux d'intégration dont on va parler, il y a les flèches, il y a les ailes, il y a les sous-types derrière. Donc ça fait vraiment de multiples possibilités, de multiples couleurs et des moments on pourrait se dire que un type énéagramme qui par exemple va être le 8, va être, on va dire que allez, l'abbé Pierre aurait été de type 8, il y a quand même de fortes chances pour qu'il l'ait été. Et à côté, il y a par exemple quelqu'un comme Saddam Hussein, qui est de type 8, ou par exemple quelqu'un comme Donald Trump, qui est de type 8. Vous voyez, c'est des personnalités complètement différentes. Quand vous voyez l'abbé Pierre et tout le don qu'il a fait au monde et tout le bien qu'il a fait au monde, et un Saddam Hussein par exemple, où finalement son 8 était beaucoup plus au service de son ego. Donc tout ça. Alors du coup, Nicolas Pen, qui était un ami intime, hein, je ne suis pas très objectif quand je parle de Nico, lui il va parler de famille de personnalités. Et vraiment, je suis d'accord avec lui sur ce sujet-là parce que si par exemple on prend cet exemple de l'abbé Pierre ou de Saddam Hussein, ben ils sont de la même famille de personnalités, mais vous voyez, ils en ont fait complètement autre chose, d'accord? Et bien sûr, après derrière, il y a évidemment la culture du pays dans lequel vous avez été éduqué, votre éducation par vos parents, votre famille, l'éducation que vous avez eue, vos expériences que vous avez eues, ça va nuancer tout ça, d'accord? Et qui font que, ben, au final, vous êtes profondément uniques tous. Juste, il y a un point de vigilance à vous dire, c'est que vous faites peut-être partie de la même famille de personnalités, mais dans cette même famille-là, ben, il y a plein de personnes différentes, comme dans votre famille, vous êtes très différents de votre frère, de votre soeur, de vos parents, de votre père, voilà. Et à la fois, vous avez aussi des similitudes avec eux, d'accord? Cinquième point de vigilance, il y a des noms de profils qui sont donnés quand on étudie l'énéagramme. Il y a des noms de profils qui sont donnés au type 1, type 2, type 3. Il y a des noms de profils. Et ça peut vous amener vraiment à des raccourcis qui peuvent être dangereux. Croyez-moi, si des gens étudient l'énéagramme toute leur vie, c'est bien que c'est pas aussi simple que ça, d'accord?
les mots vont résonner. Si je vous parle par exemple de perfectionnisme, ça va sonner différemment pour vous que pour une autre personne. Si je vous parle par exemple d'épicurien, ça va sonner d'une certaine manière pour une personne et d'une autre pour une autre. Donc c'est pour ça que moi je vais essayer de ne pas vous amener vers ce type de mots-là, mais plus vous parler de types et de différents types. D'accord? Et une fois que vous aurez un peu plus intégré l'énéagramme, vous pourrez leur donner des noms si ça vous aide à mieux le comprendre, à mieux retenir l'outil, ce que je peux comprendre aussi. C'est ok, d'accord? Le juste c'est de ne pas vous céder, vous laisser avoir par l'apparente simplicité ou du mot sur lequel le chiffre est accroché. Si je prends par exemple le perfectionniste, ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont perfectionnistes vont par exemple être des gens très ordonnés, très rangés. Peut-être que justement, si dans leur système de valeurs, ces gens-là, justement, ils ont en horreur les gens qui sont rigides, ils vont adopter un autre type de comportement. D'accord? Donc, il y a vraiment une finesse à avoir dans l'outil. D'accord? Point 6, des points de vigilance, et ce sera mon dernier point, c'est attention au typage trop hâtif et absolu. C'est « Ah ben toi t'es 4, oh toi laisse tomber t'es 5, oh toi c'est sûr t'es 6, ou toi t'es 7. » Ok, d'accord. C'est pas à vous de typer les personnes, d'accord? Ça va enfermer. Et là, pour le coup, l'outil va devenir enfermant et va devenir clivant. Et c'est pas ce qu'on veut. L'outil, l'énéagramme, c'est un outil qui est avant tout un outil d'ouverture. C'est pas un outil de fermeture. Donc, voilà, méfiez-vous de ça. C'est important. Et encore une fois, je vous le redis, ce n'est jamais l'outil qui définit la personne, mais c'est la personne qui va comprendre l'outil pour mieux se comprendre elle-même. Et quand on type trop vite, on peut désorienter et perdre la personne. Et dire, oh, mais non, moi ton outil ça marche pas, certains c'est pas ça pour moi. Ok. Si vous voulez initier quelqu'un à l'énéagramme, faites-lui regarder ces vidéos-là. Vous-même, allez-y avec parcimonie, avec humilité. Mais sincèrement, soyez prudent dans la manière de typer. D'accord? Alors on a dit plus haut que l'énéagramme s'intéressait d'abord au pourquoi. Et à moins d'être réellement vraiment dans l'esprit de la personne, ce qui n'est pas possible, enfin en tout cas, à moins que vous ayez des pouvoirs psychiques particuliers, au jour d'aujourd'hui en tout cas, ce qui n'est pas possible pour la majorité des gens, toute projection pourrait être dangereuse. Ok, vis-à-vis des personnes. Et donc c'est vrai que c'est une mise en garde que l'on a beaucoup en coaching, la notion de transfert, contre-transfert, projection. Mais là c'est vraiment ça, c'est si vous projetez sur l'autre votre type ou le type que la personne a, en fait, c'est vraiment hyper dangereux. Donc ma recommandation par rapport à ça, c'est que si vous avez une intuition forte sur un type par exemple, vous pouvez orienter la personne, mais toujours avec beaucoup d'humilité. Tiens, je dirais, essayez de t'intéresser à tel type et tel type. C'est rigolo, ils ont l'air de te ressembler, ceux-là. Comme ça laisse la personne le choix de pouvoir creuser l'outil. Et après, c'est à elle, finalement, de faire le travail, tout simplement. D'accord? Autre point important, l'énéagramme est un outil qui peut être confrontant aussi. Au début, d'ailleurs, quand on lit son type en profondeur, on n'a pas envie d'être son type en profondeur. D'ailleurs, tous, ils peuvent être dans leur version dégradée absolument horrible. Il y en a qui peuvent nous amener dans de la perversion narcissique, il y en a qui peuvent nous amener dans l'hyperactivité, il y en a qui peuvent vous amener vers même enfin, voilà, il y a des... Dans la névrose, dans vraiment dans le côté dark de l'outil, ça peut nous amener vraiment vers des trucs qui ne sont vraiment pas fun du tout. Donc, quand on lit le profil, en fait, on se dit, bah non, je suis pas comme ça. Moi, j'ai pas. Il y a une différence entre je ne suis pas comme ça et je ne veux pas être comme ça. Et plus on est ok avec le côté de notre zone d'ombre qui va, vous savez, on essaie toujours de montrer le côté pile de la pièce aux autres et au monde, mais il y a aussi un côté face de la pièce. Et moi j'en ai un, vous en avez un, tout le monde en a un. Et l'idée c'est que plus on l'accepte rapidement et plus quand on lit les profils, quand on comprend les profils, on se dit bon, ok, la vérité ça me ressemble un peu, quand même c'est un petit peu moins. Et dites-vous que rien n'est absolu, d'accord? Ça veut pas dire ah je suis condamné, ça y est, je suis comme ça, c'est foutu. Il y a toujours une voie de progression qui est possible et qui nous mène en fait qui peut nous éveiller, oui, et nous amener à un éveil, à une compréhension de nous-mêmes qui est juste incroyable. C'est juste que on est obligé d'aller dans quelque chose d'un petit peu dark au début, de comprendre, oh, pas trop envie de ressembler. Moi, mon profil, et peut-être que je vous le dévoilerai, quand je l'ai lu, j'ai dit, oh, non, je suis pas comme ça, quand même, non, si, non, ah oui, si, un peu quand même. Et du coup, ça m'a aidé justement à ne pas adopter ce type de comportement et justement à me dire, bah tiens, travaille ça, cette partie-là, et ça m'aide justement à progresser là-dessus. Alors que si on se voile la face, c'est certain qu'on n'ira jamais en profondeur dans l'outil, d'accord? Donc, qu'on soit dans le perfectionnisme, qu'on soit dans l'orgueil, dans la vanité, dans la mélancolie, dans l'avarice, dans la peur, dans la gloutonnerie, dans l'excessivité ou dans la paresse, l'énéagramme va vous permettre de repérer les automatismes finalement que les êtres humains voilà, mettent en place pour comprendre mieux le monde et vous comprendre vous-même et vous apprendre finalement à mieux vous adapter et vous relier aux autres.
parce que ça c'est important, mieux se connaître d'un point de vue personnel et relationnel aussi, affectif aussi. Des fois on a du mal à gérer nos émotions, à comprendre pourquoi aussi. Et également ça va vous aider à mieux aborder aussi l'aspect professionnel de votre vie professionnelle. Des fois vous allez vous dire, tiens, avec un supérieur j'y arrive pas, avec un collègue j'y arrive pas, avec quelqu'un que je manage j'y arrive pas. Mais ça va vous aider à vraiment beaucoup mieux comprendre ça, en fonction de comment vous êtes câblé et en fonction de comment l'autre est câblé. Donc voilà, et puis ça va développer votre communication, l'acceptation, la compassion, l'amour finalement, parce que est-ce que ce serait pas ça l'objectif, l'amour, ok? C'est pas évident pour notre ego au début, c'est un processus, c'est un chemin, et l'idée aussi c'est de comprendre que les zones d'ombre que vous avez, nos blessures, de tout ça, de toute ce côté dark chez nous, vont émerger nos zones de génie et nos super pouvoirs. Et ça c'est juste génial. Donc voilà pour cette vidéo dans laquelle on a vu plein de choses autour de l'énéagramme, une bonne introduction, et voilà, on va se retrouver dans la prochaine vidéo dans laquelle on va parler de comment fonctionne l'énéagramme.